Nuit électorale américaine. Les écrans sont allumés partout dans le pays, les cartes changent, puis se figent. Les chaînes d'infos parlent d'une élection historique, mais personne ne sait encore dans quel sens. D'un côté, la possibilité d'une première femme présidente, de l'autre, le retour de Donald Trump. À ce moment-là, tout est encore possible, mais plus rien n'est lisible. Les sondages se contredisent, les analystes hésitent, chaque camp trouve des chiffres pour continuer d'y croire. Mais ce qui rend ce moment aussi tendu, ce n'est pas seulement le score, c'est le climat. And I know that there's probably something bad coming. We're in a stage of civil war. They're saving ammunition, they're buying guns. I'm participating in it. These are just a bunch of overweight people with a bunch of guns in their house that want to go, use them. One thing that they don't understand is just Republicans aren't the only ones with guns. Un pays coupé en deux camps qui ne se débattent plus vraiment et qui se regardent comme des menaces. Pour beaucoup d'Américains, cette élection ne décide pas simplement d'un programme, mais de ce que le pays est censé devenir. Et quand chacun a le sentiment que tout est en jeu, alors plus personne n'accepte facilement de perdre. Officiellement, il est impossible de prendre une position, mais le fait que personne n'ose trancher ne veut pas dire que personne n'a une conviction. Et pendant que l'information observe, un autre espace commence à produire une lecture différente. Ce n'est ni une certitude, ni une vérité absolue, mais c'est un endroit où se placer, surtout quand plus personne n'ose le faire publiquement. Une plateforme en ligne où l'on ne donne pas son opinion, mais où on l'engage, où certains sont prêts à mettre de l'argent pour ce qu'ils pensent être vrai, comme la victoire de Donald Trump ou celle de Kamala Harris. La veille même de l'élection présidentielle, alors que les médias refusaient encore de conclure et que les sondages restaient indécis, des millions de personnes, elles, avaient déjà choisi leur camp. 62% pour Donald Trump, 38% pour Kamala Harris. Alors, une question se pose. Comment une élection américaine peut-elle être aussi incertaine quand au même moment, des millions de personnes semblent déjà avoir choisi? Pas parce qu'ils en savaient plus, mais parce qu'ils étaient assez convaincus pour accepter de parier des millions d'euros sur une possibilité. Cet espace existe et il porte un nom. Polymarket. Ce qui s'est joué cette nuit-là, ce n'est pas seulement une élection, c'est un réflexe, le refus d'être spectateur de sa propre vie. Car pour la plupart des gens, cette passivité, elle est contre nature. Quand les choses deviennent floues, on finit par vouloir trancher. Pas parce qu'on est certain d'avoir raison, mais parce qu'on y croit suffisamment pour vouloir l'assumer. Et c'est exactement ce qu'offre un pari. Pas une vérité immédiate, mais un moment où quelque chose se décide. Le monde réel est rempli de zones grises, le jeu, lui, tranche. Et cette simplicité, forcément, ça attire. Pas pour les mêmes raisons, ni même pour les mêmes personnes, mais toujours pour aller chercher un sentiment en particulier. Puisque ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il n'y a pas un parieur unique. Il y a plusieurs profils de joueurs. Il y a d'abord ceux qui jouent pour l'instant, comme acheter un ticket à gratter Astro entre amis, pour le frisson du jeu, l'excitation du moment, pour transformer ce simple grattage en un événement. Il y a ensuite ceux qui parient parce qu'ils ont l'impression d'avoir compris quelque chose. Les paris sportifs en sont d'ailleurs un bon exemple. Ces joueurs-là ne regardent pas le match, ils les décortiquent. Ils analysent tout, les statistiques, les blessures, l'historique des rencontres. Ils ont le sentiment de voir ce que les autres ne voient pas, et surtout que cette lecture mérite d'être validée. Et puis il y a ceux qui jouent pour une raison encore différente, parce qu'ils aimeraient que les choses bougent. Pas forcément parce que tout va mal, mais parce que la vie semble figée. Dans le fond, l'argent ne manque pas. Il manque juste au moment où on commence à vouloir vivre. Quand on repose les chaussures qu'on aimerait s'acheter malgré le coup de cœur. Quand on repousse encore ces cours de piano qu'on s'était promis de prendre depuis des années, ou quand partir quelques jours commence à ressembler à un luxe. Alors il reste une idée, le loto. Pas pour devenir riche au sens strict du terme, juste pour imaginer une fois que le cadre pourrait changer. Et ce qui est frappant, c'est que personne ne reste enfermé dans un seul de ces profils. On glisse de l'un vers l'autre selon les moments, selon ce qu'on traverse, et le pari ne définit pas une identité. Il capture un état d'esprit à un instant donné. Peut-être que là, vous vous dites, moi je ne joue pas, et ça sera jamais le cas. C'est très bien. Mais il y a un point important à comprendre. Ne jamais avoir joué ne veut pas dire que vous n'êtes pas concerné. Parce qu'aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, vous êtes une cible potentielle. Je sais que dit comme ça peut paraître un peu brutal. Alors, comment je peux dire ça alors qu'on ne se connaît pas? Alors, une idée? Parce qu'en fait, si je me base sur les données de cette chaîne, vous êtes probablement un homme de 35 ans qui habite en ville et qui aime le sport. Et selon l'autorité nationale des jeux, le profil type du parieur en ligne est un homme de moins de 35 ans qui habite en ville et qui aime le sport. Ce n'est pas une fatalité, c'est une option à ne pas écarter. Et si beaucoup de gens ne franchissent jamais le pas, ce n'est pas par le manque de tentation, parce qu'il est réel. C'est parce qu'ils savent une chose qui les ramène à la réalité sans pour autant pouvoir réellement l'expliquer.
Une petite voix qui leur dit que la maison a toujours un avantage. Prenez la roulette. C'est l'exemple parfait. La première fois que vous jouez, vous ne cherchez pas un coup compliqué. Vous cherchez une logique simple, rouge ou noire. Ça ressemble presque à du 50-50. Pas trop risqué ni trop naïf. Et pourtant, il y a ce détail. Une règle invisible posée sous vos yeux depuis le début, le 0. Ce chiffre vert ne casse pas le jeu, il ne saute pas au visage, mais il suffit à faire pencher la balance mathématique, non pas sur une partie, ni même sur une soirée, mais sur le long terme. C'est l'assurance que la banque ne peut pas perdre. Et c'est là le vrai point de bascule. Dans ce jeu, on a l'impression d'affronter le hasard. En réalité, vous ne jouez contre personne, vous jouez contre une statistique. C'est un système millimétré conçu pour gagner sans jamais avoir besoin de tricher. Et le piège se referme vraiment. Vous commencez à avoir cette illusion de contrôle. Imaginez que le rouge tombe 10, 15, 20 fois d'affilée. À ce moment-là, le cerveau humain bug. On crie au scandale, on se dit que c'est impossible et que le noir doit tomber maintenant. Pourquoi ? Eh bien parce que la machine va forcément finir par tomber sur le noir. Mais si on prend un peu de recul, une série de 20 fois la même couleur sur des millions de lancers, ce n'est pas une anomalie, c'est une probabilité. La bille, elle, ne sait pas ce qu'elle a fait au tour précédent. Elle n'a pas de mémoire sur autant de lancers. C'est toute la différence entre le joueur et la maison. Le joueur s'acharne parce qu'il raisonne à l'échelle d'un coup. Le jeu, lui, fonctionne à l'échelle d'un système. Le casino n'a pas besoin que vous perdiez ce soir. Vous aurez peut-être même la possibilité de gagner. Tout ce dont il a besoin, c'est que vous continuiez à jouer. Mais imaginez maintenant qu'on change les règles. Imaginons un endroit où il n'y a pas de banque, pas de croupier, pas d'avantage mathématique caché. En quelques mots, aucun intérêt structurel à votre perte. La plateforme ne joue pas contre vous, elle se contente de vous offrir le terrain. Il n'y a plus vraiment de maison, il reste que des joueurs qui jouent les uns contre les autres. À partir de là, le pari change de nature. On ne cherche plus à battre un système, on cherche à défendre une position. L'argent ne sert plus à alimenter une machine, il sert à prendre une place dans un marché de prédiction. Et dans ce marché, on n'efface pas les raisons de parier, on les rassemble. Parce qu'ici, peu importe que vous pariez, il y aura une place pour vous. Et au fond, ce mécanisme, vous le connaissez déjà. Tout commence toujours par une question assez simple pour qu'on puisse prendre position. Et selon ce que vous êtes venu chercher, vous vous y retrouverez. Pour certains, ça sera l'équivalent du ticket à gratter, le jeu de l'excitation pure, parier sans trop se poser de questions. Comme, est-ce que Donald Trump prononcera le mot McDonald's dans sa prochaine allocution? Un pari qu'on fait pour rire, entre amis, juste pour voir. Pour d'autres, ça sera la logique froide, ceux qui fuient le hasard et cherchent la performance. Eux vont parier sur une baisse des taux au prochain trimestre. Pas à l'intuition, mais parce qu'ils pensent avoir une meilleure éducation financière que leurs voisins. Ils ne parient pas sur la chance, parient sur leur compréhension du monde. Puis il y a ceux pour qui le pari n'est ni un jeu, ni une démonstration. Juste un espoir, une possibilité même infime que le cadre change. Eux pourraient parier sur le retour du Christ, et le plus troublant, c'est que je n'ai inventé aucun de ces exemples. Ces paris existent vraiment, et ils ont comme seul terrain de jeu le monde qui nous entoure. Mais ce qui séduit ici, ce n'est pas seulement la diversité des sujets, c'est que chacun peut y trouver une raison de parier qui lui correspond. Mais avant de vous en dire plus, laissez-moi vous expliquer comment elle fonctionne. Concrètement, comment ça marche? C'est un mécanisme simple, mais redoutablement efficace. À chaque question, il y a deux options possibles. Oui ou non. Une action oui vaut $1 si l'événement se produit, et 0 si elle ne se produit pas. Une action non, c'est exactement l'inverse. Puis ensuite, c'est le marché qui tranche. Si à un instant donné, une action vaut 60 centimes, ça veut dire une chose très simple. La foule estime qu'il y a environ 60% de chances que l'événement arrive. Et mécaniquement, cela signifie aussi qu'il reste 40% de chances pour le non. Ce prix n'est pas décidé par une personne. Il évolue en permanence selon la loi de l'offre et la demande. Plus les gens pensent qu'un événement a des chances d'arriver, plus ils achètent le oui. Et donc plus le prix monte. À l'inverse, quand un scénario semble hautement improbable, comme est-ce que le Christ fera-t-il son retour en 2026 ? Le oui s'échange à quelques centimes, tandis que le non, lui, prend mécaniquement plus de valeur. Pas parce qu'un bookmaker l'a décidé, mais simplement parce que personne n'y croit. Et c'est ensuite aux parieurs de décider quelle part de leur argent ils sont prêts à miser sur cette possibilité, en fonction des risques qu'ils perçoivent. Et c'est là que le mécanisme devient fascinant. Ce graphique qui ondule, ce n'est pas juste de la finance, c'est un sismographe. Il capture en temps réel la somme de toutes les intelligences, de toutes les rumeurs et de toutes les analyses du monde. Et chaque question a une échéance, une date à partir de laquelle le marché se ferme, parce que les faits permettent de trancher. Et quand on voit la puissance de cet outil, on se méfie. On imagine forcément un fonds d'investissement derrière, un homme en costume qui serait un requin de la finance, et qui aurait construit ça pour s'enrichir sur le dos des gens comme le ferait un casino. Sauf que l'histoire est très différente. Polymarket n'est pas né à Wall Street, il est né dans une chambre d'ado. On pourrait croire que Polymarket part d'un pari cynique, d'une nouvelle façon de jouer avec l'argent des autres. Alors qu'en réalité, ce n'est que la revanche d'un geek. On parle d'un gamin de 14 ans qui est né en 1998, qui, à cet âge-là, commence à s'enfermer dans sa chambre pour bricoler ses premiers ordinateurs. Pendant que ses amis jouent à la console, lui, il assemble ce qu'on appelle des rigs.
Concrètement, ce sont des ordinateurs montés à la main, remplis de cartes graphiques dont le seul but est de produire de la crypto-monnaie. À ce moment-là, on est en 2012. La crypto ne vaut rien, le bitcoin tourne autour des 10 €, mais pour la majorité, c'est une blague obscure d'Internet. Au mieux, une lubie de nerd, et au pire, une arnaque. Il n'y a aucune spéculation, aucune garantie que le système suivra, et surtout, produire de la crypto-monnaie ne rend pas riche. Ça rapporte à peine de quoi payer l'électricité. Mais l'argent n'est pas le moteur de Shane Copeland. Ce qui l'attire, c'est la philosophie derrière. L'idée qu'on puisse construire un système financier sans passer par une banque, sans payer de frais, simplement pour avoir le droit de toucher son salaire. À 14 ans, il ne se dit pas encore « je vais changer le monde ». Il pose juste une question simple que beaucoup d'adultes ont arrêté de se poser. Pourquoi ce modèle serait-il le seul possible ? Cette intuition, il la garde. Il continue d'apprendre, d'accumuler de l'expérience jusqu'à ce qu'on arrive en 2020 et que le monde s'arrête à cause du Covid. Les marchés ferment, les prévisions deviennent impossibles, l'information sature et du coup plus rien n'est vraiment clair. Mais tout le monde est obsédé par la même question. Quand est-ce que ça va réouvrir ? Les analystes parlent, les experts commentent, mais une chose reste impossible à mesurer. Est-ce qu'ils disent ce qu'ils pensent vraiment ou simplement ce qu'ils peuvent se permettre de dire ? Alors, Shane se pose une autre question. Comment mesurer la force d'une conviction ? Pas pour obtenir une vérité immédiate, mais pour savoir jusqu'où quelqu'un est prêt à aller pour défendre ce qu'il croit être vrai. Dans un monde saturé d'opinions où tout le monde peut affirmer n'importe quoi sans jamais assumer le coup, Shane arrive à une conclusion radicale. Si une opinion ne coûte rien, alors elle est sans valeur. Mais si elle a un prix, elle devient alors une conviction. Polymarket ne cherche pas à faire gagner de l'argent comme une plateforme de paris classique. Il cherche à donner un prix à une opinion pour lui donner du poids. Et pour son créateur, ce prix a une fonction précise. Révéler ce que les gens croient à un instant donné. En 2020, Shane vit dans un petit appartement new-yorkais. Il ne croule pas sous l'argent, mais avec l'explosion de la crypto-monnaie dans le monde, il accumule suffisamment pour tenter quelque chose. Il investit environ 10 000 $ de ses propres économies et il se met à coder. Seul pendant 4 mois. La première version de Polymarket est en ligne. C'est un outil brut, minimaliste, loin d'être parfait, mais l'idée est là. Et très vite, la plateforme explose. Puis les ennuis arrivent. En 2022, les autorités américaines frappent à sa porte. Amende salée, blocage des utilisateurs américains. Et beaucoup auraient jeté l'éponge. Lui, il décide de rester. Il paye, il adapte la plateforme et continue ailleurs. Même en novembre 2024, quand le FBI perquisitionne chez lui, saisissant téléphone et ordinateur, il ne fuit pas. Il coopère et règle ce qu'il peut. Quand un bug fait perdre de l'argent aux utilisateurs, il rembourse de sa poche. Pas par obligation légale, juste par principe. En 2025, Polymarket obtient enfin le feu vert pour revenir officiellement aux États-Unis. Quelques mois plus tard, à 27 ans, Shane Copeland est reconnu comme le plus jeune self-made milliardaire. L'histoire est belle, claire, presque rassurante. Un jeune homme dont la curiosité n'a pas de limite, des règles simples, un système où tout le monde semble s'y retrouver, comme si le système fonctionnait enfin. Mais il y a un détail que Shane Copeland n'avait pas mesuré. L'argent donne du poids à une conviction en la rendant mesurable. Mais l'argent ne change pas seulement les règles du jeu, il peut aussi changer la nature de l'homme. Prenons un cas précis. Fin 2025, un pari apparaît sur Polymarket. Nicolás Maduro quittera-t-il le pouvoir avant le 31 janvier 2026 ? Sur le papier, la question paraît absurde. Le régime est verrouillé, aucun média n'en parle, les services de renseignement sont muets, la probabilité affichée par le marché est au ras des pâquerettes, à peine 5%. Et pourtant, un utilisateur surgit de nulle part et pose 30 000 $ sur un oui. 30 000 $ sur un scénario fantôme, en face, les autres parieurs se frottent les mains. Ils voient une aubaine, un moyen de se faire de l'argent facile, donc ils décident de parier massivement contre lui, persuadés qu'il est incompétent ou juste fou. Sauf que quelques jours plus tard, l'actualité explose. Maduro est capturé. Le pari se clôture et ce parieur mystérieux encaisse plus de 400 000 $. Et la question qui hante tout le monde à ce moment-là, c'est comment ? Comment anticiper l'impossible avec une telle précision ? À cet instant précis, on ignore tout de son identité. Travaillait-il à la Maison Blanche, au Pentagone ? Disposait-il d'informations que d'autres n'avaient pas ? À ce stade, il n'existe aucune preuve. Mais surtout, ce n'est pas le seul cas isolé. Sur Polymarket, d'autres marchés ont déjà fait naître le même malaise, où plusieurs positions gagnantes prises au bon moment sur des scénarios que personne n'anticipait vraiment. Que vous suiviez ou non l'actualité internationale, on a tous vu cette image. Cette photo et le raz-de-marée médiatique qui l'a accompagnée. L'arrestation de Maduro a tout couvert. Le fait politique, l'émotion, ainsi que le récit. Mais une question est passée au second plan. Ce que ce pari révélait, ce n'était peut-être pas une prédiction brillante, mais une asymétrie d'informations. L'impression que certains jouent parfois avec une information que les autres n'ont pas encore. Et on ne peut pas s'empêcher de se dire que la promesse de Polymarket, ce n'était pas de prédire l'avenir. C'était justement de montrer ce qu'une majorité de personnes croient être vrai et de permettre à ceux qui y croient suffisamment d'être récompensés pour leur lecture du monde. Mais quand certains savent avant les autres, eh bien cette promesse s'effondre.
Ce qu'il faut retenir de toute cette histoire, c'est qu'il y a une personne qui n'a jamais eu besoin de parier comme les autres. Et c'est pourtant elle qui en ressort gagnante. Shane Complin n'a pas parié sur une élection, il n'a pas parié sur le monde. Il a construit un outil, puis il a accepté une chose essentielle. Laisser le réel faire son travail. Et c'est peut-être là que cette histoire nous parle vraiment. Parce que nous vivons dans un monde rempli de complexité. Dans une époque où nous n'avons jamais eu autant de possibilités, autant de chemins à portée de main. Et c'est précisément ça qui est vertigineux. Cette liberté ne rend pas les choses plus simples, elle les rend plus floues. Alors, dans ce brouillard, on cherche parfois des raccourcis, des moyens d'aller plus vite, la promesse d'une idée rassurante, il suffirait d'un bon choix pour reprendre le contrôle de sa vie. Et la vérité, c'est que de vouloir aller plus vite ne veut pas toujours dire avancer. Parfois, ça fait même reculer. Les plus frustrant, c'est ça. Avancer dans l'attente, travailler sans certitude, construire sans garantie de résultat. Pourtant, il existe un pari qu'on peut prendre sans hésiter. Ce n'est pas un pari sur le monde, ce n'est pas non plus un pari sur les autres, c'est un pari plus personnel. C'est d'accepter l'incertitude sans chercher à la contourner, en misant sur ses propres actions, jour après jour. Pas pour forcer le réel, mais pour avancer avec lui. You could be the master of your fate, you could be the captain of your soul, but you have to realize that life is coming from you and not at you. And that takes time.